Hop là, c'est parti. Alors, cette vidéo vient à la suite de la précédente consacrée à la régression logistique via Keras. J'ai mis ici le lien, on le voit ici, c'est la vidéo qui est sur qu'on voit ici en ligne. Très bien. Dans cette vidéo ancienne, je traitais de la régression logistique via Keras et on traitait un problème où la variable cible était binaire. Voilà. Et j'avais montré qu'il y avait un lien direct entre la régression logistique et le perceptron simple, qui est un réseau de neurones en réalité. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi on fait de la régression logistique avec un package de deep learning, voilà, qui est Keras en l'occurrence. Voilà. En réalité, il y a une liaison directe en fait, entre ces deux approches-là, tout simplement. La seule chose qui change, en réalité, c'est l'algorithme d'optimisation de la vraisemblance qui est utilisé. Dans l'un, j'avais montré que c'était de Newton, et dans l'autre, on avait utilisé une descente de gradient stochastique. On verra qu'il y a d'autres variantes, effectivement. Très bien. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin. Pourquoi? Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? C'est que on va traiter toujours le cas de régression logistique, mais où la variable cible a plus de deux modalités. Voilà. Donc on est dans la régression et donc multinomiale. Alors, on s'appuie toujours sur le même principe, donc ça je vais pouvoir réduire maintenant, on s'appuie toujours sur le même principe sur l'idée que un problème de régression logistique, je peux le résoudre via un algorithme de deep learning, tout simplement parce qu'il y a une équivalence directe entre la régression logistique et le perceptron simple. C'est exactement l'idée. Sauf que maintenant, donc, on est dans un cadre particulier où la variable cible a plus de deux modalités. Donc, on est dans un problème multiclasse, on appelle ça. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire. L'histoire, elle est dans l'autre vidéo déjà. Donc, si vous voulez revoir toute l'histoire, il faut revenir sur l'autre vidéo. Je détaille exactement les équivalences avec les formules et tout ça. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se positionner maintenant sur la régression donc, multinomiale. Alors, la régression multinomiale, elle est où? Là, elle est page 16. Donc, je vais aller page 16. Voilà, je prépare un peu quand même. Voilà. Très bien. Donc, dans la régression logistique multinomiale, on peut l'avoir également voilà, sous l'angle d'un perceptron simple, où cette fois-ci, on a plusieurs sorties. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut faire en réalité, c'est que la variable cible, qui est un vecteur à la base, dans votre fichier de données, la variable cible, elle est exprimée par un vecteur. On va la transformer en une matrice de 0, 1. On parle de one-hot encoding. Ça s'appelle codage disjonctif en français. Voilà, très bien. Donc, ça fait super one-hot encoding, machin, mais c'est codage disjonctif tout court. C'est ça, c'est la même chose. Voilà. On aime bien donner des mots, je ne sais pas, sortis de nulle part. Très bien, des termes sortis de nulle part pour faire que... Voilà. Très bien. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que maintenant, et la variable cible n'est plus exprimée par un vecteur, mais par une matrice dans laquelle on a des valeurs 0, 1, selon qu'on appartienne à une classe ou pas. C'est ça l'idée. Ça, c'est un premier élément. Donc, si la variable cible a grand K modalité, par exemple 3 modalités, et la matrice de la variable cible, maintenant, a grand K colonnes. Par exemple, 3 colonnes. En l'occurrence, on va traiter des fichiers iris tout à l'heure, on verra ici. Et ça veut dire également, que dans mon perceptron simple, maintenant, j'ai autant de sorties qu'il y a de modalités de la variable cible. Donc, si la variable cible a 3 modalités, je vais traiter, donc on aura une matrice cible cette fois-ci de 3 colonnes, et donc on aura un perceptron où à la sortie ici, on aura 3 sorties. Une sortie pour la modalité 1, une sortie pour la modalité 2, une sortie pour la modalité 3. Voilà, c'est la seule chose qui change. Donc nous, et quand on va utiliser Keras, on va utiliser Keras exactement comme dans l'autre vidéo, on aura exactement les mêmes idées, sauf qu'il y a un travail préalable à faire, c'est que nous devons donc préparer en amont donc la matrice de la variable cible. C'est ça l'idée. Bien, une fois que ça c'est dit, j'ai préparé un petit tuto ici, voilà, pour pouvoir travailler là-dessus. Alors là, pour le coup, j'ai pris les données iris, donc je charge ici, donc j'ai tout préparé. On va commenter chacune des parties des codes ici. Donc là, je récupère les données iris qui sont dans les packages donc dataset de R. Ils y sont par défaut, donc data iris, voilà. On a une variable cible qui a 3 modalités, donc on est bien dans la régression multinomiale, voilà, et on a potentiellement donc 4 variables explicatives. C'est bien ce qu'on voit ici. Voilà. On a 150 observations en tout, voilà, et 5 variables en tout, voilà, et la variable cible, donc, elle vient 3 modalités.
Alors, j'affiche les premières lignes pour que ce soit plus concret, mais bon, c'est exactement la même chose. Hein. Ce qu'on voit là et là, c'est la même chose en réalité. Hein. C'est le même type d'information. Là, j'ai affiché les 6 premières lignes. Voilà. On voit bien que les variables explicatives sont quantitatives et la variable cible, c'est un factor. Donc, c'est une variable qualitative. Vous savez ce que c'est qu'un factor. Hein. Voilà. Très bien. Alors, je vais collecter une information très importante parce que je vais l'utiliser par la suite. C'est le nombre de modalités de la variable cible. Donc, comme c'est un factor, je fais un n-level, sinon je refais un unique, ainsi de suite. Bon, là, comme je sais que c'est un factor, ben, le nombre de modalités, c'est n-level, ce qui permet de l'avoir, et j'affiche, il y a bien 3 modalités sur la variable cible. Alors, ensuite, je vais subdiviser en apprentissage test. Là, c'est très classique. Hein. Donc, je fixe ici la valeur de d'initialisation du générateur d'onde aléatoire. Et comme on est le 24 décembre 2020, voilà, on voit bien la date ici, hein, 24 décembre 2020, c'est la fête bientôt. Voilà, ben, j'ai mis un set type de 24/12/2020. Tout simplement, c'est à cause de ça. Vous mettez d'autres valeurs si vous voulez. Très bien. Et mon idée, c'est de prendre 100 individus pour l'apprentissage et 50 pour le test. Voilà. Mais bon, c'est un exercice de style ici en l'occurrence. Hein. Voilà. Donc là, je vais tirer au hasard donc les numéros d'individus parmi les valeurs 1 à 150. Je tire 100 valeurs au hasard parmi les indices d'individus de 1 à 150. Voilà. Donc, il y a l'individu 57 qui va être pris dans l'échantillon d'apprentissage, 37 qui sera pris, 115 sera pris, et tous ceux qui n'apparaissent pas ici, voilà, ils seront dans l'échantillon test. Voilà. Et c'est un tirage sans remise. Hein, voilà, par défaut, c'est un tirage donc sans remise avec sample, donc il n'y a aucune valeur qui se répète ici. Hein, donc, on est bien d'accord que c'est bien une partition qu'on a. Hein, apprentissage et test, et il n'y a pas d'empiètement entre ces deux échantillons. Donc ici, je fais la subdivision. Là, je mets un idtrain pour prendre les individus d'apprentissage et moins idtrain pour prendre les individus test, tout simplement. Voilà. Ça, maintenant, j'enfonce des portes ouvertes là, mais bon, des fois, il faut répéter un peu les choses. Donc, sur l'échantillon d'apprentissage, il y en a 100 individus, toujours les 5 variables, et sur l'échantillon test, c'est 50 individus, toujours les 5 variables. Alors, comme je vais utiliser un algorithme de deep learning, voilà, un réseau de neurones, ben, il faut toujours, c'est toujours plus prudent de standardiser les variables. Si on est sûr qu'elles sont exprimées sur les mêmes unités, c'est pas nécessaire, voilà. Mais voilà, si on n'a pas cette assurance-là, voilà, et de toute manière, ça permet en fait à l'algorithme de mieux fonctionner souvent. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté moi. Donc ici, tout simplement, je prends ici donc les variables x, x1, x4, hein, donc c'est des variables, c'est pas l'un, ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est pas l'un, voilà. Je les prends et je les centre et réduis. Voilà, je vais les centrer et les réduire en utilisant donc la moyenne calculée sur l'échantillon d'apprentissage et l'écart type calculé sur l'échantillon d'apprentissage. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Donc, je lance ça, voilà. Et pour vérifier s'il a bien centré réduit, je recalcule ici les moyennes, voilà. Et c'est bien 0 là, hein. C'est moins 0,00000 jusqu'à la 16e décimale. C'est là seulement qu'il y a 3,53, ainsi de suite. Donc, on a bien ici moyenne égale à 0. Voilà, hein, parce que là, c'est en notation scientifique, donc c'est 0,00. On n'a pas exactement 0, parce qu'il y a toujours des erreurs de troncature. Mais bon, voilà, très bien. Et là, on a l'écart type qui est bien égal à 1, donc j'ai bien centré et réduit les données. Hein. On peut voir ici rapidement, hein, si je vais ici dans la console, là, add z train, on voit ici les premières valeurs. Hein, et on a bien ici les bons numéros d'individus. 57, 37, 115, 18, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Alors, jusque-là, ça va. Maintenant, la vraie nouveauté, c'est qu'on est dans un apprentissage donc multiclasse. C'est-à-dire que la variable cible a plus de 2 modalités. Donc, j'avais dit qu'il faut faire du one-hot encoding, du codage disjonctif. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, restons simples. Très bien. Alors, donc, il y a une petite manipulation à faire avant de pouvoir faire appel à la librairie Keras. Alors, pour faire ça, je vais le faire de 3 manières différentes. Hein. Un basique, un deuxième un peu plus sioux et un deuxième super sioux. Hein. Voilà, très bien. Alors déjà, il faut que je récupère donc les codes des modalités. Hein. Là, regardons, dans dtrain species, voilà les valeurs. Hein. Donc, il y a un premier versicolor, le deuxième c'est un cetosa, le troisième virginica, le quatrième cetosa, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors pour l'instant là, c'est donc en fait des modalités de la variable donc quantitative, enfin qualitative. Hein. On peut récupérer les codes avec unclass. Alors on va utiliser les codes par la suite. Voilà. Très bien. Donc on avait 3 modalités. On avait cetosa, versicolor, virginica. Ici le premier individu c'est un versicolor, donc son code c'est 2.
Ensuite, le cétosa, son code c'est 1. Ensuite, c'est Virginica, son code c'est 3. Ensuite, on a cétosa, son code c'est 1. Versicolor, code 2, 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, ces codes-là, je vais les utiliser pour remplir la matrice des 0,1. C'est pour ça que j'ai récupéré ces codes-là. C'est ça l'idée. Hein. Alors, il y a des outils qui le font. Hein. Vous trouverez sûrement des outils qui font quête du mise. Sous Python, c'est très facile. Sous R également, ça doit exister. Ça doit exister. Mais bon, je me suis dit que c'était aussi l'occasion pour moi de montrer comment faire ça de manière relativement performante. Alors, une technique très simple, scolaire, c'est que, tout simplement, je crée une matrice. Tac. Je crée une matrice, voilà, et pour l'instant, cette matrice-là, je l'en remplis avec des zéros. Vous voyez, hein, voilà, c'est une matrice où c'est rempli avec des zéros. Ensuite, je vais faire une boucle pour itérer sur chaque individu du premier jusqu'au centième, voilà. Pour l'individu numéro i, à la colonne correspondant au code de cet individu numéro i, je mets la valeur 1. C'est super simple. Hein. C'est pour ça que j'avais besoin des codes ici. Hein. Donc là, et sur la première ligne, typiquement, la ligne numéro i égale 1, on aura dans la colonne numéro 2, il va mettre la valeur 1. Ensuite, pour la ligne numéro 2, sur la colonne numéro 1, à cause de cet élément-là, il va mettre la valeur 1. Pour la ligne numéro 3, sur la colonne numéro 3, il met la valeur 1. Pour la ligne numéro 4, sur la colonne numéro 1, il met la valeur 1, ainsi de suite. Et voilà. Et on voit bien les correspondances ici. Versicolor, cétosa, virginica, certicolor, ainsi de suite. On a bien 1 ici parce que c'est un versicolor. Là, c'est un cétosa. Là, c'est un virginica. Cétosa, versicolor, versicolor, versicolor. Ensuite, virginica, ainsi de suite. Voilà. C'est une première approche possible. Elle est, au moins, il y a... enfin, cette approche a le mérite de la simplicité. Mais bon, je vois déjà mes étudiants de M2 qui me tombent dessus, là, qui vont me découper en morceaux en disant « Attends, monsieur, vous arrêtez pas de nous dire qu'il faut pas faire de boucle fort, et là, vous faites un boucle fort sur des individus. Sur 100 individus, ça va être rapide. Hein. Vous avez vu, c'était super rapide. Mais s'il y a 100 000 individus, bah, rendez-vous demain matin, les gens vont manger la bûche en vous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Vous lancez le calcul, vous attendez, et les gens, ils mangent la bûche, là, vous voyez rien venir. Hein. Voilà, donc non. Hein. C'est très bien, parce que ça a assuré le calcul. Il faut toujours faire la solution la plus bateau au départ, pour être sûr d'avoir le chemin pour obtenir le bon résultat. Ensuite, vous essayez d'optimiser. C'est toujours ça. Hein. C'est toujours comme ça que je procède, et c'est la démarche que je conseille aux étudiants. N'essayez pas de faire un truc super malin tout de suite, parce que c'est tellement malin que même vous êtes perdu dedans. Donc, faites un truc bateau d'abord, assurez-vous que ça fonctionne. Là, je me suis assuré que ça fonctionne. Voilà, j'ai vérifié jusqu'au centième avant de le faire. Hein. Voilà. Et une fois que c'est bon, ça, bah, après, j'essaie de voir si je peux améliorer le processus ou pas. Alors, justement, quelle est la solution plus rapide? Une première solution plus rapide, tout simplement, c'est au lieu de passer par une boucle for explicite, je vais émuler une boucle for en passant par un supply. C'est un peu triché, hein, mais ça sera toujours plus rapide, figurez-vous. Même si for est très performant aujourd'hui, voilà, même si for, maintenant, il est compilé à la volée, en réalité, il y a du just-in-time compilaire dans R, voilà, avec un supply. Alors, je n'ai pas testé, il faudrait que je teste sur des grandes bases, voilà, mais moi, j'avais pris cette habitude au fil des années, c'est que pour ne pas avoir à écrire un for, je passe par un supply. Ou ici, je mets ici donc les indices des éléments à manipuler, de 1 jusqu'à 100, voilà. Et ensuite, le i, donc, c'est première ligne, deuxième ligne, ainsi de suite. Et là, je manipule donc la structure différemment. C'est-à-dire que, ici, d'abord, je crée un vecteur v avec 3 valeurs. Et ensuite, dans l'indice numéro, pour l'individu numéro 1, c'est exactement la même idée que tout à l'heure. Voilà, je mets la valeur 1 et je retourne le v. Et comme supply, là, donc ce que je renvoie maintenant, c'est un vecteur dans supply. Hein, et chaque appel interne de supply renvoie un vecteur. Mais après, il ramène le tout sous forme de matrice. Alors là, pour le coup, il fait une matrice 3 lignes et 100 colonnes. Ça ne me convient pas. Moi, je veux avoir 100 lignes et 3 colonnes, d'où la transposer ici. C'est un peu tordu. C'est un peu tordu. C'était une astuce qu'on utilisait beaucoup avant. Là, je ne suis même pas sûr que ce soit si avantageux que ça, parce que la boucle for a beaucoup progressé. Mais bon, c'est une manière de faire, c'est qu'on émule les boucles for avec un supply. C'est ce que je fais ici.
Voilà. Ceux qui suivent mon cours de programmation R, là, doivent retrouver des choses que j'explique en cours. Mais justement, on voit l'idée. Hein. J'arrête pas de dire qu'il ne faut pas faire de boucle for, mais après, il faut trouver des solutions derrière. Hein. Voilà. Donc, je le fais ici. Voilà. Et on a bien ici des bons résultats. C'est une première approche, mais c'est une expression favorite. Hein. C'est un peu un sparadrap sur une jambe de bois. C'est-à-dire que, comme je m'interdis d'écrire fort, j'émule un fort derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, bon, moi, je comprends ce que j'ai écrit là. Hein. Je crée le vecteur V. Ensuite, ici à l'intérieur, je mets la valeur 1 et je retourne le V. Et je sais que ça plaît quand je retourne un vecteur, il rassemble tout sous forme de matrice. Voilà. OK, moi, je comprends. Admettons que je passe mon code à quelqu'un d'autre, il va s'arracher la tête là. Ah là, il s'arrache la tête là. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de solution plus rapide, voilà, et plus intuitive, plus... Voilà. C'est la troisième solution qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? Je récupère les codes possibles. Il y en a 3 de toute manière. Hein, c'est code possible, voilà. On a 1, 2 et 3. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais itérer sur les codes. Donc, itérer ici directement. Les codes, ils sont là. Hein. Je suis bête. Je devrais mettre ça ici tout simplement. Code Y10, je rappelle, hein, c'est les codes d'appartenance aux classes. Hein, donc, ici, le premier individu, donc il appartient à la classe 2, c'était Versicolor, je crois. Celui-là, c'est Setosa. Là, c'est Virginica, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, là, je vais itérer et directement sur ce vecteur-ci. Donc, je ne fais pas un petit tour de passe-passe où j'utilise des indices sans le dire. Là, j'itère directement sur les valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, j'itère avec les valeurs et je récupère les codes possibles, je le compare à V. Donc, à la sortie, là, voilà, c'est comme tout à l'heure, j'ai une matrice, parce que là, ça renvoie ici un vecteur, mais ça renvoie un vecteur de booléen 1. Regardez là, si je fais ça, par exemple, on va le faire ici. Code Y10 est égal à 1. Oui, non, on va voir le premier élément, code Y10 de 1. Oui, parce que sinon, c'est pas clair. Voilà, vous avez vu? C'est false. Sauf que là, code possible, là, c'est 3 éléments. Donc, on va faire code possible, voilà, et, tac, 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 code possible, voilà, est égal à code Y1, voilà. Donc, cette opération-là, c'est plus ça qui est avant, je me suis embrouillé, hein, c'est ça qui est intéressant. Code possible est égal à code Y de 1, voilà, ça fait false, true, false. Vous avez vu, hein? Donc, cette opération-là, maintenant, renvoie un vecteur. Voilà ce qui se passe. Donc, ici, je fais un supply, et chaque appel interne de supply fait un vecteur. Quand il rassemble le tout, là, ça fait tout simplement une matrice de booléen, hein, avec les éléments qui sont là. Vous avez vu, hein? Très bien. Alors, ça fait un vecteur de booléen que je transpose pour avoir les bonnes dimensions. Sinon, je veux avoir 100 lignes et 3 colonnes. Très bien, donc je le fais comme ceci. Voilà. Alors moi, je veux bien, hein, mais moi, je veux avoir des valeurs 0, 1. Une astuce très simple, c'est que je multiplie ça par un numérique, tout simplement, et à sortie, j'ai un vecteur de numérique, j'ai une matrice de numérique, tout simplement. Hein, parce qu'en interne, false, ça vaut 0, et true, ça vaut 1, tout simplement. Et voilà, tout simplement, je multiplie par 1 ou plus 0, voilà, une opération tout simplement qui fait intervenir l'élément neutre avec l'opération considérée, tout simplement. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Et donc maintenant, MY-train, voilà, ça vous fait ça. Testez maintenant, si vous faites sur 100 millions d'individus, ou 100 000 individus, ou 10 millions d'individus, regardez donc les différentes rapidités. Ça peut être un élément très intéressant pour tester. Hein. Voilà. Je pense que celui-là ira plus vite, mais bon, si on ne teste pas, ça ira plus vite. Voilà. Mais là, et pour le coup, on n'émule pas une boucle comme on le ferait dans le coup d'avant. Là, c'est une émulation de boucle un peu tordue. Hein. Là, non, on itère vraiment sur les éléments du vecteur. On n'a pas un indice qu'on manipule pour manipuler les vecteurs. Très bien, donc je lance ça, voilà, et j'ai la même matrice que précédemment. Hein. J'ai les mêmes matrices que précédemment. On a bien ici les différents éléments. Voilà, Virginica, Versicolor, Setosa, ainsi de suite. Très bien. Ça, c'était. Maintenant, j'ai la matrice maintenant de 0, 1. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? On va essayer de voir comment on peut maintenant lancer Keras. Alors, Keras, donc c'est expliquer les différents éléments. Hein. Donc, je vais charger la librairie. Voilà. Il va râler parce que je n'ai pas de processeur graphique, toujours pas depuis hier. Hein, ça ne va pas changer de toute manière, ça. Voilà, à moins que, je ne sais pas, dans la nuit, il y a un miracle, mais non. Voilà.
Très bien. Et ensuite, je définis ici le réseau. Il n'y a qu'une seule couche dense. Il n'y a qu'une seule couche dense. Et dans la couche d'entrée, il y a 4 neurones dans la couche d'entrée parce qu'il y a 4 variables explicatives. Mais dans la couche de sortie, maintenant, il y a K égale à 3 neurones. Pourquoi? Parce que j'ai recodé la variable cible en une matrice de 3 colonnes. Voilà. Et c'est une matrice de 0. C'est ça la vraie différence. Voilà. Donc, regardez l'ancienne vidéo, enfin la vidéo précédente. Ça n'a pas changé ici. Voilà. Là, du coup, en couche d'entrée, maintenant, on a bien, maintenant, en couche de sortie, hein, là, c'est la couche d'entrée, c'est input shape, c'est le nombre de variables explicatives. Et dans la couche de sortie, maintenant, j'ai autant de neurones qu'il y a de modalités de la variable cible. Et la fonction d'activation, j'utilise un softmax, qui est une sorte de généralisation de sigmoïde en réalité. On peut le voir comme ça, tout simplement. Hein. Et voilà. Alors, du coup, je vais compiler, hein, c'est-à-dire je vais définir l'optimisation et tout ça, et on n'est plus dans un problème binaire. Donc, à la place du binary cross-entropie, je vais prendre un categorical cross-entropie, tout simplement. Hein. Là, vous regardez, hein, tac, hop là, Google, Keras, voilà. Et c'est quoi le nom de la fonction là? C'est le loss. Voilà, loss Keras, voilà, on vient là. Et dans les problèmes de catégorisation, voilà, ils sont là, categorical cross-entropie class, et il explique. C'est comme ça que j'ai su, hein, voilà. Il vous dit, on peut utiliser ça, voilà, quand on a plus que, voilà, plus de 2 modalités de la variable cible. Voilà, et il s'attend à ce qu'on ait procédé à un one-hot, enfin un codage disjonctif. C'est plus simple de le dire comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on avait cette nécessité-là de recoder ici correctement. Alors, ici, c'est un optimiseur que j'utilise, c'est Adam. C'est une version, tout simplement, on va le regarder de nouveau, hein, Keras, optimiseur. C'est une version améliorée de la descente de gradient stochastique. On va voir ici, hein, tac, là, Adam, voilà. C'est une version améliorée de, voilà, hein, utilise stochastique, gradient de descente méthode, voilà, très bien, tout simplement. Mais ça reste le principe de base, c'est une descente de gradient donc stochastique. Je vous enjoins à regarder ici la documentation. La documentation est très intéressante. Ça vous permettra à vous de voir quels sont les différents algorithmes d'optimisation et quels sont les paramètres et comment les mettre en relation avec les données, ainsi de suite. C'est une littérature en soi. C'est une littérature en soi. Pareil, d'ailleurs, pour les fonctions de perte aussi. Hein. Voilà. Parce que, par exemple, là, je vois quelque chose. Vous avez vu, là. Hein. Voilà. Si on fournit donc les labels comme des entiers, il faut utiliser une autre fonction cette fois-ci. Hein. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez bien vu. Hein. Donc, on peut ne pas passer par le OneNote encoding. Hein. Et à ce moment-là, c'est un autre outil qu'il faut utiliser. Hein. C'est une autre option qu'il faut utiliser. Bon, moi, j'ai fait le OneNote encoding, donc c'est bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Là, voilà, je fais un fit où dim de ztrain. Bien d'accord, hein, il y a 5 individus et 4 variables, parce donc il y a 4 variables explicatives, et le dim de, comment il s'appelle, mytrain, voilà, il y en a bien, 5 individus, et 3 colonnes, parce qu'il y avait 3 modalités de la variable cible. Voilà, ici, 150 et 150, c'est le nombre d'itérations globales sur la base des 100 individus, et batch size égale à 5, ça veut dire que tous les 5 individus, je mets à jour les poids synaptiques, les coefficients. Voilà. Très bien, Zou, on va lancer là. Donc il va râler comme la dernière fois, hein, il va dire attention, t'as pas de carte graphique, ça va pas, machin. Bon, écoute, hein, j'ai pas de carte graphique si je veux. Voilà, et on voit bien ici, ça c'est la fonction de perte. Et ce que je mesure ici, la métrique, ici, ce que je mesure, c'est le taux de reconnaissance, mais pour le cas où on a plus de 2 modalités. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc ça s'améliore, là, ça avance. Hein. Très bien, on le laisse manipuler, là. Ça avance relativement rapidement. Moi, j'essaie de meubler comme je peux. On regarde ensemble l'évaluation. C'est joli de voir la courbe qui évolue. Hein. Voilà, mais bon, ça avance. Bien. Alors, bien sûr, on peut jouer sur les différents paramètres. Hein. Je vous laisserai jouer là-dessus. Moi, mon vrai objectif, c'est de montrer que quand on est dans un cadre multinomial, il faut qu'on code en 0,1 la variable cible. Voilà.
ce fameux one hot encoding. Voilà. Et après, une fois qu'on a codé correctement, on peut lancer les choses. Ça y est, il a fini. Il a fini, donc on a, bon, c'est pas très joli à voir, hein, mais bon, ça permet de voir l'évolution des graphiques, est plus joli pour le coup. Très bien, une fois que c'est fait ça, donc du coup, je veux voir les poids synaptiques, les fameux coefficients estimés. Regardez bien, hein, on est bien sur cette représentation-là. Donc là, il y a un jeu avec la constante qui est là, hein, voilà. Sauf qu'ici, on n'a pas 3 neurones, nous, on a 4 neurones dans la couche d'entrée, hein, plus la neurone, enfin, plus le neurone pour la constante, voilà, très bien. Et donc là, tout ça, j'ai des coefficients là, de ce neurone de sortie avec les neurones d'entrée qui sont là, de ce neurone de sortie, ainsi de suite. Ça ressemble méchamment à l'analyse discriminante. Hein. J'ai des fonctions, en fait, là, c'est un premier fonction de classement pour la première modalité, une deuxième fonction de classement pour la deuxième modalité, une troisième fonction de classement pour la troisième modalité. Hein, c'est TOSA, versicolore, virginique. Voyons ça. Voilà. Hop là. Et bien ça. Hein. On a 3 colonnes parce qu'on a 3 modalités de la variable cible. Voilà. Et ici, on a 4 lignes parce qu'on a 4 variables explicatives. Voilà. Et c'est bien ce qu'on voit ici. C'est bien ce qu'on voit ici. Voilà. Et là, c'est l'intercept. Hein, donc, dans Keras, j'avais dit déjà la dernière fois, hein, c'est qu'il met automatiquement ici l'intercept. Hein, voilà. Le biais, là, celui-là, là. Hein, le fameux x0 égale à 1, là, qui est tout le temps égal à 1, voilà, il le met automatiquement. Très bien, très bien. Donc, on a des résultats qui rappellent méchamment ce qu'on peut obtenir par ailleurs avec l'indiscriminante. Si j'avais lancé une indiscriminante ici avec le fameux package qui a été fait par nos amis, là, on aurait obtenu exactement une fonction de classement qui ressemble à ça. Sauf qu'ici, elles sont définies sur les variables centrées et réduites ici. Alors que l'indiscriminante, elle fournit les coefficients calculés sur les variables initiales. Hein, si on fait dans Tanagra, on a directement des variables initiales. Pareil avec le package discriminaire. On a les coefficients sur les variables initiales. Bon, ici, on les a sur les variables centrées réduites, mais dénormaliser ces coefficients-là, ce n'est pas un problème. Alors, vérifions quand même ce que ça donne sur l'échantillon test. Donc, ici, je prends l'échantillon test, je le centre et réduit en utilisant les moyennes et écarts types calculés sur l'échantillon d'apprentissage. Hein. J'en ai parlé longuement dans ma précédente vidéo, hein. C'est que j'ai dit que potentiellement, sur l'échantillon test, je peux avoir qu'un seul individu. Si on déploie dans la population, typiquement, je l'applique le modèle sur chaque individu pris de manière individuelle. Hein. Voilà. Donc, non, on ne peut pas se centrer avec les moyennes et puis écart type calculés sur l'échantillon test, ça n'a absolument aucun sens. Il faut qu'on centre les paramètres, on centre les valeurs, donc la description de l'individu, avec les paramètres calculés sur l'échantillon d'apprentissage. Hein. C'est pour ça qu'on en fait ici. Donc, on fait un scale de l'échantillon test, mais en utilisant ici la moyenne et l'écart type calculé sur l'échantillon d'apprentissage. J'affiche les premières lignes quand même, hein, pour qu'on voit un peu, mais bon, en soi, c'est pas... Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Je fais la prédiction. Sauf que maintenant, la prédiction, c'est plus une seule colonne, la probable d'affectation. Hein. On a ici 3 probabilités pour chaque individu. Hein. C'est la probabilité donc d'appartenance à chacune des classes. Ça induit une difficulté supplémentaire parce que quand on va transformer ça en prédiction, ça veut dire qu'il faut trouver le maximum dans chacune des lignes et puis affecter donc à la modalité correspondante. C'est ça l'idée. Hein. Alors que la dernière fois, on n'avait qu'une seule colonne de probabilité et du coup, on l'a comparé à 0,5. Là, c'était tranquille. Là, c'est à peu près la même idée, mais sauf qu'il faut trouver le maximum dans chacune des lignes. Ah, c'est plus complexe. Hein. Voilà. De nouveau, donc, il faudrait boucler sur l'ensemble des individus qui sont là. Mais non, on ne fait pas de boucle. C'est interdit par la loi de faire des boucles sous R. Voilà. Ben, en fait, tout simplement, je vais utiliser la fonction apply. Voilà. Donc, ici, j'appelais sur la dimension 1, donc sur ligne par ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Je récupère le max. L'indice du max. Ce n'est pas le max, hein, parce que le max, c'est des probabilités. Hein. L'indice du max, l'argument, ce fameux arg. Hein. Voilà, c'est l'indice du max. Donc, ici, c'est l'indice du max pour le premier individu, c'est 1, parce que et le max est sur la colonne numéro 1. Pour le deuxième individu, c'est 1 aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a des cas où le max serait sur la deuxième colonne, ou bien sur la troisième colonne, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Donc ça, là, si je lance ça à part pour l'instant, voilà, pred
classes, voilà, on a les fameux indices ici. Hein. Donc, c'est les numéros de modalité, tout simplement. Voilà. Du coup, je vais transformer ça en classe et surtout, je vais nommer correctement avec les vraies modalités. C'est aux ainsi de suite. Voilà. En factor, je l'ai transformé en factor plutôt, pas en classe. Hein, voilà. Très bien, on a vu ici le 1, 1, 1, 1, 1 a été transformé en c'est aux ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Une fois que maintenant on a les prédictions réelles, voilà les vraies prédictions, les bonnes prédictions ici en classe d'appartenance, je crée la matrice de confusion, voilà, tout simplement, et après, je mesure le taux d'erreur. Voilà. 12% sur l'iris, ça reste assez discutable. Hein. Voilà, mais très bien. Mais en tout cas, on a tout le processus global. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut que vous regardiez. Hein. Quand vous travaillez là, bon, c'est parce qu'on a 50 individus sur l'échantillon test qu'on a des résultats volatiles. Hein. Je sais pas ce que je vois déjà. Oh, il fait 12% d'erreur sur l'iris. Oh là là, c'est criminel. Non, 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 non. Non. Hein. Tout simplement parce que c'est très volatile les résultats ici, en l'occurrence. Hein. Voilà. Bon. Très bien. Donc, ce qu'il fallait bien voir, c'était que quand on travaille sur un problème multiclasse et qu'on veut utiliser Keras pour faire de la régression logistique, il y a un travail préalable, c'est de faire du one-hot encoding. Voilà. Et comme ça, vous avez transformé donc votre variable explicative, votre variable expliquée en une matrice de 0,1 et après, vous pouvez utiliser donc la librairie Keras qui fonctionne très bien. Et on obtient quelque chose, des fonctions de classement, les coefficients de fonctions de classement, qui ressemblent méchamment à ce qu'on peut obtenir par ailleurs avec la discriminante prédictive, par ailleurs, la discriminante linéaire. Voilà, très bon travail à tous.